En soi, je trouve que c'est quand même une bonne histoire. L'idée est très bonne même, sauf la dernière qui ne se réveillera jamais. Et donc j'ai pu en enlever énormément. Là, ça me dégoûte. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Oui, j'ai toujours cette voix horrible. Écoutez, je me soigne, mais ça ne part pas. Et je commençais à en avoir marre de repousser mes tournages parce que du coup, au bout d'un moment, j'étais aphone. Je n'avais plus du tout de voix. Donc là, oui, bon, je pouvais pas filmer, mais là, je recommençais à avoir de la voix, je me sens un petit peu mieux et je suis un petit peu impatiente à l'idée de vous faire ce premier book haul, puisque du coup, fin d'année dernière, j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque. Il y a quand même plus d'une 50aine de livres qui sont partis, donc j'estime que c'est gros. Et donc j'ai pu en enlever énormément et j'avais pas encore pu vous faire le book haul avec les fêtes de fin d'année, le fait que je tombe malade toutes les 2 semaines. C'est pas possible, mais là c'est bon, je vais pouvoir le faire. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout, hein. Et puis en plus, pour commencer l'année, je trouve que c'est génial de faire du tri. D'ailleurs, j'ai envie de trier la pièce d'à côté, on s'en fout. Le premier livre que j'enlève, il s'agit d'un manga, c'est Just Not Married de Kinoko Higurashi. Donc je crois que j'avais dit que c'était une longue série, mais on m'a corrigé et en fait c'est une petite série, mais c'est la même chose pour moi. Enfin, la même chose, non, du coup c'est pas tout à fait le même nombre de tomes, mais je n'ai pas envie de me remettre à lire de longues ou moyennes séries et j'ai décidé de l'arrêter et de me séparer de celui-ci. Je l'avais lu en diagonale pendant une soirée, je crois que c'était pendant que je regardais les premiers épisodes de la nouvelle série Percy Jackson d'ailleurs. Voilà, et en fait j'ai pas du tout accroché. Je pense que pour moi, avec mon bagage de lecture, ça fait comme un remake de plein de choses que j'ai déjà lues. Et vous allez voir que ce book haul là, il y a énormément de choses où c'est comme ça. Ensuite, je me sépare du contrat de Dorian Gray de Mélanie Dacoster, donc c'est aux éditions Milan. Vous savez que j'adore l'histoire du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Là, ça reprend un petit peu le même principe, on va dire, sauf qu'en fait, on va signer un contrat qui s'appelle le contrat de Dorian Gray, et on va pouvoir garder l'apparence, l'énergie de nos 20 ans jusqu'à nos 70 ans. Donc c'est une dystopie et j'avoue que j'ai trouvé ça, je sais que je l'ai abandonné vers un peu plus que le milieu. Alors c'est pas que je dirais que c'est bâclé, j'ai vu certaines chroniques qui disaient ça, je trouvais ça un peu fort. Je trouve juste que ça méritait d'être encore plus traité en profondeur et donc pour moi il manquait de passages assez importants par rapport à la société dans laquelle on est, mais surtout au développement de l'univers, et donc pour moi il manque quand même une bonne centaine de pages minimum pour pouvoir vraiment être immergée dans cette dystopie. Donc j'ai fini par l'arrêter puisque j'avais l'impression de survoler les pages alors que j'étais quand même bien concentrée. Ensuite j'enlève, et là c'est un livre que j'ai même pas démarré. Il s'agit des filles de la chance de Charlotte Nicole Davis aux éditions Albin Michel. Je me rappelle que quand je l'avais vu en librairie, je m'étais ruée dessus et ça fait déjà plus de 3 ans et demi que je l'ai. Je pense que ça veut dire que je ne le lirai pas. On est à Arqueta et on a ce qu'on appelle les filles de la chance. Ce sont des jeunes filles qui ont été vendues à la maison d'hospitalité et en fait on les reconnaît, comme peut l'indiquer la couverture, avec cette espèce de petite fleur qui est comme tatouée, et c'est ce marquage là qui leur prive de toute liberté. Et vers leur 16e anniversaire, mais si j'ai lu, quelle mémoire! Et le jour de leur 16e anniversaire ou vers le 16e anniversaire, l'une d'entre elles va commettre un accident mortel et ça va signer la perte de toutes ces jeunes filles à ce moment-là, puisqu'elles vont devoir partir en cavale suite à ça. Voilà pour ce que je me souviens de cette histoire. Je l'ai très peu vu passer et je suis désolée, mais du coup c'est la seule fois où vous le reverrez sur la chaîne, et peut-être que d'autres l'ont lu et l'ont adoré. En tout cas, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester parce que peut-être qu'il mérite d'être davantage vu et lu. Ensuite, j'enlève Witch Games, liaison interdite de Shana Lies aux éditions Collection EH. Ça fait aussi partie des abandons que j'ai eu cette année parce que là, on est dans des clichés, certes, enfin, je suis quand même bon public et donc j'apprécie très souvent les clichés, mais alors là, j'étais pas très à l'aise en fait. Je dirais pas que c'était trop gros, que c'était beauf ou ce genre de choses, j'étais juste pas à l'aise. En gros, on a Freya qui a toujours réussi à déroger à cette règle de ne pas tomber amoureux d'un humain, et en fait elle a beaucoup d'histoires sans lendemain jusqu'au jour où elle va tomber sur ce mortel avec qui donc elle va avoir une histoire. D'habitude aucun de ces humains ne se souvient d'elle grâce à un espèce de sort, il me semble, sauf que lui en fait il va très bien se souvenir. Peut-être qu'il faut qu'elle demande à Hermione d'apprendre à mieux oublier, je ne sais pas. Donc le sortilège d'amnésie ne fonctionne pas et c'est à ce moment là en fait que vraiment l'intrigue va basculer et va tourner autour de ça, puisque
aimer un mortel, c'est trahir sa patrie, et donc trahir le clan des sorcières. J'ai énormément levé les yeux au ciel. Alors vraiment, soit c'était vraiment le mood dans lequel j'étais à ce moment-là, et que j'étais un petit peu sous polais, que j'étais énervée parce qu'on m'avait volé ma caméra, c'est possible. Ou alors c'est juste que je suis pas le bon public, mais c'est quand même étonnant parce que je suis quand même très bon public, encore une fois. Dans le genre livre hybride qui s'inspire de plein de livres, ça m'a fait cet effet-là. Je dis pas que c'est le cas pour celui-ci en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Il s'agit de Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. Ici on a 3 royaumes qui sont reliés en un seul et même endroit, qui est l'auberge Havenfall, et donc c'est là-bas que les mondes s'entrecroisent, et c'est tenu par un aubergiste qui un été va faire appel à sa nièce pour l'aider. Donc elle s'appelle Maddie et elle va venir donc aider dans cette auberge Havenfall. Et un jour, Maddie va découvrir que la porte qui est censée être fermée de l'un des royaumes, du royaume de Solaria, est entrouverte, et cette porte était scellée pour empêcher l'entrée de créatures bestiales absolument abominables et mortelles, et cette porte en fait est ouverte. On rajoute à ça que son oncle est inconscient. Forcément, l'équilibre entre les mondes est menacé vu qu'il y a des créatures pas du tout rassurantes qui sont sur le point de franchir le seuil de la porte. Voilà pour le résumé de cette histoire. Je sais plus avec quel livre je pouvais le mettre en comparaison, mais c'était vraiment en fait le nœud principal où on a des royaumes qui ont une fragilité chacun et qui comptent un peu les uns sur les autres tout en se menaçant les uns les autres, où il y a une paix qui est un peu brinque-branlante. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai eu du mal avec cette histoire, parce que peut-être soit j'avais lu Les Accords Corrompus à ce moment-là et que du coup j'étais en mode ok je connais, ou Le Pont des Tempêtes et j'étais en mode ok je connais. Bref, en tout cas il y a eu cet effet là de j'ai déjà vu un peu ça. Ensuite on continue avec un livre dont vous êtes le héros. Je vous avais fait une vidéo reading vlog exprès sur ce type de littérature. Alors je m'en sépare pas vraiment, puisqu'en fait je vais tout simplement le donner aux enfants qu'à ma mère en famille d'accueil, parce que c'est un truc qu'on peut lire plusieurs fois et je suis certaine qu'ils feront meilleur usage de cet ouvrage que moi. Ensuite nous avons D'amour et de miel de Meredith May aux éditions Mazarin. Alors pour le coup on est sur l'histoire en fait de l'autrice, où on a Meredith et son petit frère qui ont malheureusement été abandonnés par leurs parents. Le papa est parti à l'autre bout du continent, la mère elle est en train de s'enfoncer dans les médicaments et donc dans la dépendance, et au début on nous dit que Meredith est rentrée dans le bus de son grand-père, un bus qui a été réaménagé, et c'est à ce moment là qu'elle va rentrer dans le monde de l'apiculture puisque son grand-père était un apiculteur, et elle va commencer à découvrir le monde de la ruche, les abeilles, le fonctionnement etc, et ça va énormément l'aider à commencer à se reconstruire malgré les passages difficiles qu'elle a eu à vivre. Alors, dans cette histoire, il y a quand même de très beaux messages qui sont passés, il y a de très bonnes choses, juste au niveau de la plume, j'ai pas adhéré. Et quand t'adhères pas à la plume, c'est un petit peu compliqué. Et j'avoue que vu que là c'est pas une histoire de fiction et que je suis quand même une lectrice de fiction, je pense que du coup je suis juste passée à côté parce qu'il y avait pas assez d'éléments pour me plaire très grossièrement. Dans le genre on commence une série mais en fait on n'aime pas le premier tome. J'ai appelé Le secret du Night Silver de Annalies Avery aux éditions Pocket Jeunesse. Ma voix va partir incessamment sous peu. Ici on est dans une Angleterre où en fait le chemin de vie est déterminé par les étoiles, et Paisley du coup a forcément, comme beaucoup, voire 100% de la population, une vie déjà toute tracée, sauf que elle, on lui dit qu'elle va mourir à ses 14 ans. Elle décide de cacher cette merveilleuse nouvelle à sa mère, et sa mère qui est une scientifique, mais Paisley va commencer à reprendre espoir le jour où sa mère va faire une découverte scientifique très intéressante, puisqu'apparemment il y aurait d'autres possibilités et que le chemin des étoiles ne conduirait pas forcément à une issue fatale. Sauf que c'est bizarre, il y a un accident. Where is mom? On ne sait point. Est-ce qu'il y a des coïncidences entre tout ça? Bref, on va rentrer dans cette histoire, et pareil en fait, je l'ai énormément rapproché à l'histoire de Nevermore de Jessica Towson. Je sais pas du coup si c'est vraiment très légitime de faire tout le temps des comparaisons à chaque fois, mais en fait le fait que ce soit une petite fille qu'on suit qui est condamnée à mourir à un tel âge, qui est le même début d'histoire qu'on a avec Nevermore, par contre on n'est pas du tout dans les mêmes univers, là c'est quelque chose d'un peu plus dystopique on va dire, et dans Nevermore on est complètement dans un univers fantastique, mais en fait du coup par défaut je faisais une espèce de comparaison entre Morrigan de l'histoire de Nevermore et Paisley du coup de cette histoire. Et forcément j'ai pas réussi à aller très loin, et je pense que à défaut je préfère Nevermore. Ensuite c'est avec un grand regret que j'enlève Chasseur de flammes de Hafsa Faizal aux éditions de Saxius. Je ne sais rien de cette histoire, je sais juste que je l'ai feuilleté quand j'ai fait mon tri des bibliothèques et j'ai décidé de l'enlever parce que je pense très sincèrement que ça a été un achat plus ou moins facile, un achat compulsif, et que je n'aurais pas dû l'acheter. Voilà, il est en très bon état et
c'est fort possible qu'il atterrisse sur mon Vinted. Ce qu'a fait, à défaut de ne pas avoir de voix, maintenant j'attrape Jonas de Lily Harker dans la collection Young Adult de Hugo Roman. Pareil, c'est un abandon. Dans cette histoire, on a l'arrivée d'un jeune lycéen ou collégien. Tout le monde parle de lui, il est beau, il est anglais, il est famous, tout ce que tu veux. Et parallèlement à ça, on va suivre un frère et sa sœur. Le frère, lui, est très extraverti, il est très solaire, etc. Et elle est beaucoup plus introvertie, beaucoup plus discrète, beaucoup plus dans la retenue. Et pourtant, elle va tomber sous le charme de ce gars qui est hyper populaire et tout le monde papillonne un petit peu autour de lui. Jusqu'au jour où, en fait, elle va surprendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et ça va être pour elle une espèce d'épreuve. Enfin, c'est une épreuve. Juste le personnage principal, j'ai eu un problème. Je n'ai pas réussi à vraiment m'identifier émotionnellement. J'ai pas réussi à m'accrocher à elle. J'ai pas réussi à avoir envie de la voir évoluer et du coup, je l'ai très très vite abandonnée. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Au bout d'un moment, on l'a vu pas mal passer sur Instagram et puis il se fait complètement oublier. Vous savez certainement, si vous suivez la chaîne depuis un moment, je suis assez friande des young adult / thriller enquête et c'est dans ce cadre de cette recherche du livre parfait young adult qui fait peur mais pas trop que je me suis prise La Cage de Emma Segues aux éditions Ozu. Alors j'ai aimé, mais en fait, je pense tout simplement que c'est un livre que je ne prendrai pas plaisir à relire. C'est un livre qui m'a pas transcendé. Il est loin d'être mauvais et vu qu'on est quand même sur un huis clos, j'avais pas encore eu réellement de livre young adult thriller huis clos et c'est aussi pour ça que je m'étais lancée dedans. Mais malheureusement, juste, je crois que je suis complètement passée à côté de ce livre. J'ai pas de raison particulière à vous dire, juste je suis passée à côté. Je pense que j'ai pas réellement apprécié ce livre à sa juste valeur. On démarre l'histoire avec 6 jeunes femmes qui se réveillent dans une espèce de pièce, une chambrée où il y a 2 trappes où on leur donne de la nourriture et un petit peu de quoi s'occuper, on va dire. Elles vont se réveiller chacune leur tour, sauf la dernière qui ne se réveillera jamais. Forcément, elles ont été kidnappées. Déjà, il y en a une qui se réveille pas, c'est relou. Elles savent qu'elles ne sont pas là par hasard, certainement qu'elles sont unies par quelque chose. Peut-être le kidnapping. Même si c'était un récit haletant, voilà, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas réussi à ressentir la même émotion que j'avais eue la première fois que j'avais lu un livre de ce genre, à savoir qui ment. Et c'est encore ce que je recherche. Et on continue sur un premier tome que j'ai abandonné et j'avais déjà le tome 2. Ici je vous parle de Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse et là nous avons Sous des flocons d'argent. Là je crois qu'on suit la sœur, je crois, il me semble que c'est ça, je suis pas sûre. En tout cas dans le premier tome nous avons Lou qui a 17 ans, on se place en 1929, elle vit dans une ferme aux Cornouailles et elle a l'habitude d'aller passer des journées à rêver dans une autre maison qui est à côté, qui semble abandonnée, enfin du moins qui n'est plus habitée par ses propriétaires, jusqu'au jour où la famille en question va revenir vivre dans cette maison et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir le monde merveilleux de l'aristocratie anglaise. Et on rajoute à ça qu'elle va devenir de plus en plus proche du frère et de la sœur en question qui vit dans cette maison. Bon, en gros on est sur le thème du jazz, du charleston, etc., des amitiés et puis on est quand même sur les premières découvertes puisqu'elle a 17 ans. Je pense juste que c'est une période que j'aime beaucoup voir en film, que j'aime beaucoup voir en adaptation audiovisuelle, mais je crois que en littérature ça me happe pas assez. Voilà. On continue dans la même lignée avec un tome 1 que j'ai lu, le tome 2 pas du tout, avec Les monstres de Rookhaven, donc ça c'est le tome 2, et non, tome 1, et là c'est le tome 2. C'est écrit par Padraig Kenny aux éditions Lumen. Pour le coup, je ne l'ai pas du tout aimé. Là, il n'y a pas de... Enfin, si, mais vu que je le rapproche encore une fois d'une autre histoire, ça a été compliqué de l'apprécier. Ici, nous avons Mirabelle qui vit dans une maison, comme on peut voir sur la couverture, avec des habitants bien particuliers. Par exemple, sa tante est composée, son corps, je parle, d'araignées. Êtes-vous sûre d'être en bonne santé, madame? Parce que moi, je me tape un rhume pendant des semaines, et vous, votre corps, il est composé d'araignées. Désolée pour ceux qui en ont peur. Quand cette famille a commencé à se faire connaître par leurs particularités, forcément, ils ont été chassés, et ils ont fini par se retrouver un peu reclus, et il y a une espèce de barrière magique qui empêche quiconque de franchir la propriété et surtout d'être vu. Sauf qu'un jour, 2 orphelins vont réussir à passer cette barrière, et forcément, si eux sont capables, d'autres créatures qui font bien plus peur que nous, êtres humains, sera en mesure de passer cette barrière. J'ai fait un énorme rapprochement, et peut-être que vous aussi, de la manière dont je vous l'ai résumé, peut-être que ça vous parle, avec Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai vraiment fait un énorme lien avec cette histoire, et du coup j'arrêtais pas de comparer absolument toutes les scènes possibles que je pouvais reconnaître, ou qui pouvaient me faire penser un petit peu, ou tel personnage, tel machin bidule, et c'était du coup un gâchis de lecture, puisque j'ai passé mon temps à faire une espèce de transposition avec une autre œuvre, quoi. C'est un peu ce qui a
loupé pour moi ici. Je me suis encore essayée à une autre biclit, il s'agit des Loups du millénaire de Sapir à England aux éditions Hugo Roman dans leur collection Roman Tessie. Donc, alors là c'est vraiment du loup. On va retrouver ici le personnage de Sienna qui est une jeune femme et qui a 19 ans, qui donc se rapproche d'un âge assez critique. C'est une femme seule, voilà. Elle appartient à la meute de la côte Est et dû à un souvenir de son passé très dramatique, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. Mais la cérémonie des frénésies, d'ailleurs, petit clin d'œil à Cotard, donc la cérémonie des frénésies approche et en fait c'est un peu la cérémonie d'accouplement où tu vas trouver ton bien-aimé, ta bien-aimée et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et là cette fois-ci, Sienna est bien décidée à trouver son loup-garou, son mâle alpha, et pas des moindres. Elle va rencontrer Hayden, l'alpha de la meute, qui compte bien entre guillemets se servir d'elle pour l'aider dans sa popularité et pour asseoir sa position de mâle alpha. Et là ça me dégoûte. Même si je suis bien au courant que ça fait partie en fait de cette dynamique qu'on a quand on a une histoire de loup-garou, j'ai juste levé les yeux au ciel mais un nombre de fois mais incroyable. J'ai lu les 3 premiers tomes. Les 3 premiers. J'ai vraiment voulu tester, je me suis dit ça va faire comme Guild, peut-être que la première moitié du premier tome t'aimes pas trop mais la suite tu vas aimer. Bon là le premier tome c'était pas ça. Je me suis dit non mais on y va, t'as les 3 premiers tomes, tu vas jusqu'au bout, on est bienveillant, on teste. Et on échoue. Je sais pas quoi dire en fait, entre Hayden et Sienna, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Même dans la dynamique des autres personnages, j'étais très dubitative à beaucoup de moments. Et ouais, je vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai l'impression que je vais être très mauvaise avec ce livre. C'est pas le but parce qu'en plus j'ai vu qu'il y en a beaucoup quand même qui l'ont apprécié. Et je suis vachement déçue parce qu'en plus je suis toujours en recherche de ce type de livre dans la biclit. Cette fois-ci c'est une réécriture et je me demande d'ailleurs si je l'ai pas déjà présenté dans un autre book and haul. Oups. Il s'agit de Un papillon en hiver de Laetitia Meira aux éditions du Chat Noir. C'est une réécriture de Réponse, un peu plus trash, un peu plus poussée et surtout en fait ça tourne principalement autour du thème des troubles psychologiques et juste en fait c'est absolument pas mauvais, l'idée est très bonne même, ça fait un moment que je l'ai lu et en gros ici on a toujours le personnage de Réponse, elle va faire la rencontre du personnage de TCA qui est son sosie mais de manière immatérielle et irréelle et en fait au moment où elles se rencontrent leur âme va vraiment se lier à l'instant T et ce double là va lui promettre une solution à absolument tous ses problèmes. Cette annonce et cette entente qu'elle a avec ce double va énormément la bousculer et va créer de l'inquiétude chez ses proches car auprès de sa fée, Réponse court un grave danger, celui que TCA en fait réalise son objectif, à savoir l'enfermer dans sa tour. C'est pas la première fois j'ai l'impression que je découvre cette plume là, je sais pas dans quoi j'ai pu la lire. En soi, je trouve que c'est quand même une bonne histoire, on a quand même de l'action, etc. Je pense que c'était un chouille. Alors je dirais pas contemplatif, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'avais l'impression qu'on y allait trop à tâtons, que ça allait un petit peu trop doucement, et donc j'avais pas réellement l'impression d'avancer dans l'intrigue et d'avancer avec Réponse. C'est principalement ça qui a fait que c'était une lecture vraiment en demi-teinte. Avant-dernier livre à vous montrer, il s'agit de Roule. Pareil, je l'ai pas déjà montré celui-là, de Hélène Goodlate aux éditions Bayard. Donc, grosso modo, on va avoir une couronne vacante et on va dire à 3 petits pantelins, ok, vous allez vous battre tous là, et puis il y en aura un vainqueur pour une couronne. Voilà, remake. Je sais pas quoi plus vous dire sur ce livre là, à part que j'ai ressenti encore une fois que c'était un remake que j'avais déjà lu et que j'ai trouvé que ça manquait de profondeur dans les personnages et dans leur construction. Pas forcément dans l'intrigue, dans l'univers, etc. mais vraiment auprès des personnages, je trouvais que ça sonnait un peu creux. C'est horrible de dire ça, mais j'avoue que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, il s'agit de Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, que je le traîne. Je l'ai lu, mais je me disais que j'allais le relire pour pouvoir enchaîner sur le second tome. Non, finalement non. En fait, à partir du moment, je pense, où je ne vais pas naturellement faire des relectures de moi-même, ça veut tout simplement dire que c'est pas un livre que j'ai tant kiffé que ça. Je fais quand même beaucoup de relectures tout au long de l'année. Si à partir du moment où c'est pas un livre que j'ai envisagé à relire, je me suis juste dit, il faudrait, parce que je me souviens pas trop. De mémoire, on a Julie qui vit avec son père, ils sont quand même assez pauvres et pour pouvoir payer leurs dettes, ils se rendent régulièrement chez l'extracteur de temps. En fait, on va venir te saigner pour récupérer un espèce de fer qu'on a dans le sang qui permet d'obtenir du temps à travers le sang qu'on extrait par les veines. Pour éviter que son père se condamne en exécutant une énième saignée, Julie va se faire engager à Everless en tant que domestique et en fait, Everless, c'est la résidence des Kerling et c'est la famille la plus importante du royaume. Or Julie ne doit absolument pas se faire démasquer là-bas puisqu'elle a déjà
vécu là-bas et que si on découvre sa véritable identité, vous vous doutez bien que ça sera pas très bon pour elle. Aucun souvenir de l'appréciation que j'ai pu avoir sur ce livre. Je sais que j'ai quand même aimé et c'est tout ce que j'ai comme ça. Et c'est sur ce très bonne parole que je clôture ce book and haul. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ma voix ça vous a pas trop dérangé. Je suis vraiment désolée, j'ai l'énergie pour, mais j'ai pas la voix pour. J'espère revenir dans une autre vidéo avec une voix normale. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. De très belles lectures à tous. Bye!